Moi, je suis issu d'une famille très cartésienne, d'un père qui est ingénieur. Donc j'ai mon père qui est ingénieur, mon frère qui est ingénieur, ma sœur qui est ingénieur. Et moi, je suis un petit mouton noir parce que j'ai fait une école de commerce. Donc, en fait, je suis dans une famille qui est extrêmement cartésienne. La... Comment on pourrait dire ça Dans les discussions à la maison, à table, quand il y a des maths sup, maths spé, etc., c'était de savoir dans quel sens tournait l'eau dans les toilettes quand on était dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc et puis il fallait le théoriser, etc. Donc tout ce que je suis en train de dire, c'est que je suis vraiment né dans un moule très cartésien, une façon de penser très cartésienne. Et qu'est-ce qui m'a amené à venir à faire des soins comme ça en fait, tout simplement, c'est que petit à petit, mais vraiment de fil en aiguille, j'ai fait des évolutions. Et à aucun moment, il y a eu un choc, à part certains événements, mais à aucun moment, il y a eu vraiment un choc particulier. Ce que je pense, moi, c'est que petit à petit, les choix de vie que j'ai faits m'ont fait évoluer à une conception, à une façon de penser qui est différente de la majorité des gens. Et c'est ça qui m'a poussé vers le soin, en fait. Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais faire du soin, parce que c'est venu à moi, en fait, tout simplement. Par ma façon de penser, ma façon de voir le monde, je pense. Alors, c'est pas moi dans le sens de l'ego, mais vraiment moi dans le sens d'accueillir les choses. Hein. C'est complètement différent. Alors, en termes de ce qui s'est passé avant, on va dire, en fait, j'ai un parcours assez standard, entre guillemets. J'ai fait une école de commerce. Je suis allé faire des études à l'étranger. Passionné par les nouvelles technologies, j'ai monté des boîtes, j'ai monté une dizaine de boîtes en région parisienne dans les nouvelles technologies. Donc j'étais un jeune loup des nouvelles technologies, plutôt orienté communication et marketing, que je travaillais sur la publicité, je travaillais dans le monde de la presse, des RP. On a monté ensemble avec les différents associés plusieurs boîtes. Et puis, avec la crise venant, avec l'ambiance, avec les gens que j'ai rencontrés, je m'y retrouvais pas en fait. C'est-à-dire que ce qu'on m'avait montré, la vitrine, et puis ce que je recevais en face, ça collait pas. Et j'y trouvais pas mon compte en fait. Et on a eu la capacité avec ma femme de faire un changement de vie. Et on est venu s'installer à Saumur pour qu'elle fasse la formation au cadre noir. Et puis en fait, il s'est avéré qu'on a trouvé cette vie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus passionnante, beaucoup plus révélatrice de qui on était en vivant ici. Et du coup, tout simplement, on a quitté la région parisienne et on s'est installé ici après sa formation. Et ça a été déclencheur en fait de plein de petits événements. Le premier, c'est petit à petit, moi je me suis dégagé de mes activités purement marketing et je me suis associé à l'univers du cheval. Ma femme, elle, s'est investie beaucoup dans les chevaux et elle s'était toujours investie dans les chevaux. Et puis en fait, on a monté une société qui fait de l'élevage, qui fait la reproduction, le prélèvement des étalons, les inséminations des juments. Donc on a monté un haras en fait. Et on s'est orienté vers une activité purement agricultrice, alors que moi j'avais fait une formation qui n'avait strictement rien à voir. Et donc j'ai passé après des diplômes d'agriculteur, donc d'inséminateur et chef de centre. Un jour, ma femme, elle s'était fait marcher dessus par un cheval, non de ce côté. Elle s'était fait marcher dessus par un cheval en le sortant du marcheur, et vraiment elle s'est fait écraser l'épaule. Et on est allé voir la médecine moderne, comme tout le monde. Et grosso modo, de fil en aiguille, on est arrivé à Angers en nous disant en fait, on va opérer pour voir ce qu'il y a dedans. Et pour moi, c'était juste inconcevable. On n'opère pas quelqu'un pour voir, on sait ce qu'on va opérer, mais on ne va pas aller voir à l'intérieur de ce qui se passe, quoi. On le voit avant et après on opère pour faire l'intervention. Et donc ça me paraissait tellement inconcevable cette histoire que on est allé voir d'autres alternatives. Et une des alternatives, c'était le rebouteux du coin, qui s'appelait Monsieur Farcy, et qui habite à 10 km de chez nous. Et on est allé voir le rebouteux du coin. Et on s'est bien entendu, ça s'est très bien passé. Ma femme allait mieux d'ailleurs au niveau de l'épaule, et puis elle a beaucoup moins de séquelles, enfin quasiment plus de séquelles maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que on a lié une amitié avec cette personne, et donc il est venu à la maison boire, on avait bu une bouteille et demie de rosé, et on s'est lié d'amitié, et juste à la fin, quand il est sorti de chez nous, il me dit « Laurent, tu sais, je le dis à personne, ou très rarement, t'as le même don que le mien. » Alors moi, très cartésien, à l'intérieur j'ai pouffé de rire, hein, il n'y avait pas de méchanceté vis-à-vis de lui, mais vraiment j'y croyais pas du tout.
J'étais plutôt à dire, si jamais mes chevaux ils ont un problème d'eczéma, ou, etc., bah, je vais leur donner une magnésium, ça ira, ça partira. Mais malgré ce qui s'était passé avec ma femme, eh ben, j'étais encore très dubitatif sur les choses. Et il est passé, la semaine après, me donner une liste de prières, de conjurations. Donc et voilà, il m'a donné ça en me disant, bah, voilà, si un jour tu te retrouves à une situation, eh ben, essaye, tu verras. Voilà. Et ça s'est passé comme ça. En fait, le premier pas à l'intérieur d'un soin potentiel, en fait, c'était de me dire, ben voilà, tu as un don, et je te donne les prières pour faire les dons. Pour réaliser ton don, pardon. Voilà, alors ce qui s'est passé du coup, eh ben, ce qui devait arriver est arrivé. J'ai dû tout simplement un jour l'utiliser. Alors ce qui est marrant, c'est que j'avais une feuille où j'avais plein de prières. Alors c'était des prières à Saint-Laurent, etc. Il y avait plein de saints. Il y avait une prière en bas qui était très simple, que j'ai mémorisée. Je ne sais pas pourquoi, en fait, je l'ai quand même mémorisée. Et cette prière, alors ce qui s'est passé, c'est qu'un autre étalon, donc notre étalon c'était... excusez-moi, c'était vraiment l'étalon qu'on avait acheté avec l'argent de notre lune de miel. Donc c'était pas seulement un étalon, c'était aussi il y avait un lien sentimental très fort avec ce cheval. Et il était en colique et grave, la vétérinaire est venue, elle nous a montré qu'il était entrappé, enfin, elle a fouillé, elle vérifie qu'il était entrappé, elle nous dit bah là il faut réagir, faut l'amener directement à la clinique, sinon il y a un risque de le perdre dans 2-3 heures. Donc nous on est parti directement à la clinique, au Mans, donc à 1h30 d'ici à peu près. Arrivé à la clinique, ils l'ont fouillé, dit oui, il est entrappé, il faut faire l'intervention, on va le désentrapper. En fait, l'entrappement, c'est, bon, sans dans les détails, mais grosso modo, c'est un intestin qui vient se bloquer entre la rate et le rein et qui se bloque, voilà, à l'intérieur du cheval. Et donc, en fait, il faut faire le mouvement inverse. Alors, soit on le roule, soit on opère. Donc là, l'option était de l'opérer parce qu'en le roulant, ça n'a pas marché. Et donc, le vétérinaire arrive pour le raser. Et donc on est tous les deux avec ma femme dans le box et le cheval il est pas bien, il gratte, il a envie de se jeter contre le mur, il souffre. Et le vétérinaire arrive avec de quoi le raser pour l'opérer, pour commencer avant de l'endormir, faire toute la manipulation. Et à ce moment-là, il y a un coup de fil, donc le vétérinaire sort et ma femme me dit en pleurant, vas-y, fais-le. Je lui dis mais fais quoi? Et ben elle me dit vas-y, interviens sur le cheval. Elle dit fais ce qu'il t'a dit de faire. Alors, je la regarde un peu dénue, et puis j'y vais, je pose mes mains, et alors c'était assez surprenant parce que, alors j'ai pas les mains froides, j'ai pas les mains chaudes, mais le moment où j'ai posé les mains sur le cheval, sur le flanc du cheval, à l'endroit où il avait mal, en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti vraiment une chaleur qui m'a envahi, mais vraiment des pieds à la tête. Rien que de le dire, je frissonne, je sens des frissons, et j'ai senti en fait... comme s'il y avait un lien qui se créait entre moi et le cheval. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais je sentais vraiment les mains chauffées, les mains vibraient, les mains... Je ne sais pas si c'est moi qui chauffais ou le cheval. Enfin, il y avait un drôle de sentiment, quelque chose. Alors du coup, j'ai récité 6-7 fois ma prière, hein, à peu près comme ça. Ça durait peut-être 1 minute et demie. Et puis le vétérinaire est venu nous dire qu'en fait le cheval il allait passer parce que c'était un cheval qui devait venir pour se faire opérer aussi. Et il allait passer devant le box, donc on allait attendre avant de le raser, que le cheval passe. Et ce qui est marrant, c'est que le cheval il est arrivé 2-3 minutes après. Et au moment où le cheval est arrivé, le nôtre, il s'est mis à gratter, à ruer, à faire son fier, à se frotter contre le box, à montrer qu'il était là, un peu comme c'est moi le dominant. Alors le cheval normalement il était complètement suqué, enfin il avait des problèmes, il avait mal, etc. Et là, en 2-3 minutes après, le cheval, il s'était transformé, quoi. Et nous, on regardait ça en se disant, non, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? On était vraiment... on était surpris. Et c'était ma première expérience de soins en soi, de comprendre que, il s'est passé... Alors, sur le moment, j'y croyais pas. Hein. Il m'a fallu plusieurs fois que d'autres choses se répètent, mais j'y croyais pas du tout sur le moment. Voilà. Donc après cette première expérience, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que d'autres expériences sont venues. Alors c'est venu petit à petit, 2 jours après, 3 jours après, 4 jours après. Après la première expérience, c'est que... Alors déjà, la première expérience, c'est que le cheval en soi était toujours entrappé, mais n'avait plus les symptômes.
Donc le lendemain, après, je l'ai longé et le cheval, il s'est désentrappé naturellement. Donc en fait, c'est pas vraiment que le cheval était guéri, c'est que le cheval ne ressentait plus la douleur et donc s'est guéri lui-même, si on peut dire. Donc c'était vraiment le vétérinaire m'a dit, mais il est toujours entrappé, mais il n'a pas de problématique, donc on ne va pas l'opérer, il a l'air bien, le crottin passe, parce que de suite, 5 minutes après, les crottins ont commencé à passer, etc. Donc en soi, le cheval était guéri dans sa façon de se comporter, mais pas forcément dans l'entrappement. C'est-à-dire que l'entrappement était toujours là, mais il se comportait normalement. Et petit à petit, en fait, le lendemain, on l'a longé, l'entrappement était parti, il suffisait de fouiller le cheval, on a vu que l'entrappement était parti. Et ce qui est marrant, c'est que dans les jours qui ont suivi, il y a une personne qui est venue pour un ulcère. Alors, il avait un ulcère à la cheville. L'ulcère, c'est quand la peau ne se referme plus. Hein. C'est-à-dire que ça reste ouvert et c'est très douloureux. La personne dormait très mal, elle avait des soins 3 fois par jour, etc. C'était un ami des parents, donc mes parents m'ont dit pourquoi tu n'essaierais pas de le soigner. Donc j'ai essayé. Et puis 3-4 jours après, la plaie s'est faite, ça s'est refermé. Enfin bon, de manière assez surprenante parce que je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais en fait. Et après, c'était de l'eczéma, après, ça a été un zona, après, ça a été un problème de cheville, etc. En fait, il y a eu plein de situations où je me suis retrouvé face à des choses que je ne connaissais pas, parce que je ne suis pas médecin, j'ai aucune compétence médicale, mais je me retrouvais face à des situations qui, médicalement, étaient déjà à bien avancer et à pouvoir aider ces personnes. Et je trouvais ça absolument fantastique. Et il m'a fallu au moins... je sais pas, une dizaine de cas à peu près, pour commencer à réaliser que, alors je pouvais moi, mais pas moi en tant que personne, mon petit moi, mais vraiment aider la personne à trouver un moyen elle trouve un moyen de se soigner, quoi. Et c'était plus dans ce sens que je l'ai vu que vraiment moi qui apportais la réalisation, le fait de la soigner, etc. Et ça a changé de manière assez radicale, mais lentement. Ça n'a pas été vraiment un coup de massue où je me dis oula, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment petit à petit, crescendo, petit à petit, une conscience différente des choses en fait. Voilà. Prendre conscience que ma façon de voir les choses pouvait être vue sous un autre angle. Et c'était cet autre angle qui me permettait en fait de pouvoir aider les gens. C'était pas forcément la maladie le problème, c'était la façon dont on le voyait. Et le fait de le voir de manière différente avait une influence réelle sur cette maladie. Et c'était ça qui est intéressant en fait. Alors une fois que j'ai pris conscience de cette nouvelle façon de voir, j'ai réalisé que j'étais pas le seul parce que je me le renseignais évidemment sur internet pour savoir ce qui se passait. Et puis surtout, c'était assez surprenant parce que je suis allé en parler à la personne qui m'a dit que j'avais un don à l'époque, que je croyais vraiment que c'était un don. Et il m'a dit, voilà, maintenant, il faut aller se décharger sur un arbre après, parce que tu emmagasines l'énergie négative. Il y a certaines personnes qui ont un sang fort, donc tu pourras pouvoir les soigner. Tu vas ressentir dans les mains la charge, il faut aller te laver les mains ensuite, après chaque personne. Enfin, il y avait toutes des procédures dont je n'avais pas du tout conscience. Et ce qui est surprenant, c'est que ensuite, en soignant les gens, j'ai remarqué, en fait, il se passait exactement ça. Et que j'avais besoin vraiment d'aller me décharger, de me nettoyer, etc. Et j'avais vraiment pris ça en moi, en termes de conscience, que je devais le faire. Alors, ce qui est marrant, c'est que, une fois qu'on a fait, alors ça, on appelle ça la conjuration, faire la prière sur la plaie, etc. Après, j'ai eu une expérience, on va dire, comment on pourrait dire on ne peut pas parler d'ostéopathie parce que c'était un ostéopathe au Mans, humain, qui faisait aussi les chevaux, qui est venu et qui a manipulé les chevaux, mais juste avec les mains, sans vraiment manipuler comme on pense à l'ostéopathe qui fait craquer, etc. C'est juste des positions de main. Et ça m'a fait réaliser qu'on pouvait aussi bouger des choses comme ça dans le corps. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que en fait, quand j'ai demandé que ça bouge, ça bougeait aussi. Donc il y avait une partie... on ne peut pas vraiment appeler l'ostéopathie, on va dire la manipulation physique dans le corps. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Une autre chose, j'ai connu une dame quand j'étais gamin, je m'étais tordu la cheville, je m'étais vraiment... alors j'avais un tournoi de tennis, une semaine après, je m'étais tordu la cheville, et je suis allé voir cette dame, elle s'appelle Madame Mistre, à Gardanne, dans le sud de la France. Et alors elle massait les pieds, elle faisait sauter... les choses, elle disait ça c'est bloqué, elle faisait sauter, clac, clac, je me rappelle très bien, elle manipulait, elle prenait du saindoux,
et puis elle massait comme ça avec le sein doux. Et on sentait vraiment, alors une fois moi j'étais allé la voir, j'avais vraiment la cheville bloquée, j'étais parti potentiellement pour arrêter béquille pendant 2 semaines, etc. Et elle m'a massé ça, je suis reparti en marchant normalement. Et elle faisait toutes les équipes du foot du coin, quoi. Elle était très connue pour tous les jeunes qui avaient un problème physique, ils allaient la voir. Et un soir, j'ai prié pour qu'elle me donne son don. Et le lendemain, j'ai eu 3 chevilles à faire. Et les 3 chevilles, les gens sont repartis en marchant. Donc j'avais l'impression que, encore quelque chose que j'avais reçu comme un don extérieur. Et en fait, à chaque fois en fait, que j'avais une intuition de quelque chose ou quelque chose s'était passé dans ma vie, en fait, j'allais chercher dedans pour piocher, pour le remettre concret dans le vécu actuel et l'utiliser pour soigner les gens. Alors ça a été ça a été donc le reboutage, ça a été... il y a plein de choses en fait, les énergies, après ça a été... voilà. Et un jour... Après avoir fait ça quand même pendant 5-6 ans, les gens venaient me voir assez régulièrement, les gens d'ici, principalement autour d'ici. Une fois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient venir, ils venaient pour, en fait, toutes les raisons possibles. Et donc j'essayais de toujours trouver la solution pour les aider, quoi. À travers ces différentes techniques, entre guillemets, si on peut appeler ça des techniques. Et ce qui est marrant, c'est que, un jour, en discutant avec c'était une psychologue qui aimait beaucoup le quantique, qui me poussait un peu à bout pour chercher mais pourquoi tu fais ça, comment ça marche, etc. Qui me vraiment, à un moment, je lui dis mais voilà en fait, ce que je suis, moi, c'est pas toutes ces peurs, c'est pas aller nettoyer, c'est pas aller dire il faut faire cette croix, machin, et puis faire cette prière, etc. En fait, ce qui est important, c'est ce que je ressens. C'est vraiment ce qui est là dans mon cœur, au niveau du plexus solaire, et ce qui rayonne. Et dans le moment où je soigne, je suis vraiment ce rayon, et c'est ce rayon qui est le plus important. C'est vraiment le fait de ce que je donne à la personne, et non pas... c'est l'intention que je mets dedans, et non pas l'acte lui-même de dire faire une prière, faire la croix, etc. C'est vraiment le cœur que tu mets à le faire. Et la forme en soi est dépassée par le fond, c'est le fond qui compte beaucoup plus. Et en disant ça, et en le pensant, ça fait comme une explosion en moi. J'ai senti physiquement une espèce d'explosion physique, un tressaillement, des vibrations parcourir le corps, une espèce de chaleur monter, une espèce un cône qui s'ouvrait dans ma tête, enfin, comme un éveil spirituel, ce qu'on appelle aujourd'hui des montées de Kundalini, ou ce qu'on appelle une transfigure. Enfin, je ne sais pas quels sont les noms en fait, peu importe. Mais c'est pas, le principe, c'est pas de le nommer, c'est de comprendre l'effet physiologique que ça a eu. Et à partir de ce moment, ce qui est marrant, c'est que ces peurs que j'incarnais en devant me laver les mains, ces peurs que j'incarnais en récitant la prière, parce qu'il fallait lutter contre le mal, etc. Mais en fait, j'ai compris que c'était ma façon de le voir. Et qu'à tout moment, quand je mettais de l'amour dedans, j'avais plus besoin de ça. Ça m'a libéré de cette peur, en fait. Et à ce moment-là, c'est le moment où j'ai pu me connecter, en fait, aux gens, mais pas aux gens juste la structure physique, pas aux gens la structure mentale, mais aux gens, ce que j'appelle moi le côté spirituel, le côté esprit. Voilà. Je pense que d'avoir eu cette nouvelle conscience, ou cette prise de conscience, parce qu'en fait on l'a toujours, c'est pas quelque chose qui n'était pas là, on l'a toujours, mais ça se révèle en nous, ça se révèle en nous. Et donc on le vit à l'extérieur. Tout ce qu'on vit à l'extérieur, de toute façon, c'est quelque chose qui s'est d'abord révélé en nous. Donc ça s'est révélé en moi, comme ça peut se révéler en plein de personnes, mais après, ça s'est affiché à l'extérieur. Comment ça s'est affiché à l'extérieur ? C'est très simple, c'est la capacité déjà de me connecter à tout être, à toute chose, dans l'esprit de la chose, et non pas dans la forme, ou non pas dans le côté mental de la chose. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est le corps, voilà, on a un corps physique, on a des pensées, des émotions, un ego, et puis on a un esprit. Et on pense être aujourd'hui, tel que l'on est, dans notre humanité, on pense être souvent trop nos pensées et nos émotions, et puis ce corps. Et on ne réalise pas qu'en fait, on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions. Les pensées et les émotions sont extérieures à nous, c'est pas nous. Nous, on est un esprit incarné. Alors ça, c'est marqué dans tous les livres spirituels depuis, mais on ne le vit pas.
Hein, on n'est pas cet esprit qui incarne notre réalité, parce que si on est un esprit incarné, eh ben on est seulement cet esprit qui incarne notre réalité. Et comment on le fait? Eh ben avec les outils qu'on a, qui sont la pensée, qui sont l'émotion. Et la pensée et l'émotion, c'est ce qui crée l'intention, c'est ce qui crée la foi, c'est ce qui crée la prière, c'est ce qui crée tout. Et il n'y a qu'une recette, c'est la seule que je connaisse, entre guillemets. Ce serait peut-être la seule technique que je pourrais donner aux gens, c'est dans l'instant et dans l'amour. C'est les deux éléments. C'est-à-dire, on pose l'intention dans l'instant et dans l'amour, et elle s'incarne dans l'instant et dans l'amour, dans notre corps et dans notre vie. C'est ce que je fais en fait en permanence depuis maintenant 2 ans quasiment. J'ai des gens, alors ce sont des gens que je peux avoir au téléphone ou sur place chez moi, et je me connecte à leur esprit et je pose une intention. Alors ces intentions, je passe, alors par mon expérience passée de redresser les corps, de détordre, etc., j'ai appris plein de choses sur les corps, entre autres que j'ai remarqué que quand on a mal, par exemple à une cheville, quand on a mal à un genou, quand on a mal à une hanche, quand on a mal au dos, quand on a mal aux épaules, quand on a mal au cou, quand on a des maux de tête, quand on ne se sent pas bien, qu'on est oppressé, il y a énormément de ce qu'on appelle maladies qui sont symptomatiques en fait, d'une façon de l'émotion qu'on crée et de la pensée, pas qu'on crée, de l'émotion qu'on incarne et de la pensée qu'on incarne, et qui réalise à travers notre corps ces distorsions. Voilà, soit parce qu'on met trop d'émotions, soit parce qu'on n'est pas stable au niveau de la pensée, soit qu'on met trop de pensées et qu'on supprime nos émotions. On est vraiment dans une espèce de disharmonie entre les deux qui crée la disharmonie corporelle. Et quand je rétablis cette harmonie en donnant cette harmonie aux gens par la pensée, j'ai remarqué que le corps, de manière physiologique, incarne cette harmonie. C'est-à-dire que le corps se remet droit. Alors le mal de dos, le mal de... tous les maux qui sont liés à cette disharmonie, tout d'un coup, se réharmonisent de manière instantanée. Alors souvent on dit c'est quantique. Alors j'utilise des termes un peu spirituels, donc liés à l'esprit, parce que je me connecte bien à l'esprit, mais ce n'est pas un côté religieux, c'est le côté de la compréhension de soi. Hein. On est vraiment dans la compréhension de soi et comment on fonctionne de telle manière à pouvoir créer à l'extérieur ce qu'on a créé à l'intérieur. Voilà, c'est ça le plus important. Est-ce que tu peux me trouver un endroit où tu vas te tenir droite, debout, face à un miroir? Maintenant, ce que je fais, et alors pour faire comprendre aux gens ce qui se passe, maintenant, en fait, j'utilise le corps comme porte d'entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je montre aux gens, bien souvent, qu'ils ont une disharmonie, alors ce que j'appelle une torsion et un déséquilibre. Alors le déséquilibre, souvent, il est facilement matérialisable au niveau des hanches, parce qu'on voit très bien la hanche qui est plus basse, la hanche qui est plus haute. Et comment on le matérialise physiquement? C'est simple, c'est que quand on a une hanche qui est plus basse, une hanche qui est plus haute, les talons ne sont pas au même niveau. Alors pour le vérifier, c'est simple, hein, vous verrez une vidéo si vous pouvez aller la voir. On met les 2 pieds contre un mur, on se décale légèrement. Une fois qu'on a décalé, on s'aligne vraiment sur une ligne au sol, par exemple une ligne de parquet, une ligne de tapis, voilà, peu importe. On la fait passer entre nos 2 jambes, sous le coccyx et sous la tête. Et puis une fois qu'on est là, on se détend, et puis on va chercher le bas du mur de manière décontracte. Et on va voir qu'il y a une jambe qui touche avant l'autre, d'un côté ou de l'autre. Et en fonction du côté où ça touche, ça me donne des informations sur la personne, comment elle fonctionne. De la même façon, après, on peut vérifier en passant une main dans le dos et en fermant le poing, quelle est la différence de hauteur entre la colonne vertébrale et le sol. Ça donne une autre information, tout simplement scoliose et lordose, hein, pour simplifier les choses. Et puis, alors pas forcément scoliose et lordose d'ailleurs, c'est des termes qui sont utilisés, mais ce sont des termes de maladie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est exprimer le type de torsion, d'accord ? On se remet debout, on peut aller après regarder la différence de hauteur des épaules, la différence de hauteur de ses lobes d'oreilles, les mains le long du corps, la différence de longueur d'un côté de l'autre. On peut voir qu'il y a une main qui part en avant ou l'autre qui part en avant. Ça, c'est la torsion des épaules, on peut le voir. Physiquement, on peut voir plein d'éléments, souvent que les gens ne connaissent absolument pas, parce que quand je leur montre ça, ils se disent « mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça en moi, comment ça se fait, ça y était pas avant ». En fait, c'est parce que entre la vision qu'on a de soi et ce qu'on projette à l'extérieur, c'est complètement différent. Voilà. Donc on a l'impression d'être droit, et puis en fait, quand on vérifie, en fait, on n'est pas droit.
On peut le voir aussi sur le visage, souvent les gens disent mais on a un visage qui n'est pas harmonieux. C'est pas vrai, on a un visage qui est désharmonieux parce qu'on est déséquilibré. Le fait de rééquilibrer réharmonise le visage. On peut voir au niveau des yeux, des sourcils, au niveau de la bouche qui tombe d'un côté ou de l'autre, etc. On peut voir aussi une oreille qui avance, une oreille qui recule. Enfin, dès qu'on se voit dans une glace et qu'on analyse vraiment de manière presque géométrique, pas passionnelle mais géométrique, on voit les différences. Alors ce qui est intéressant dans cette approche, c'est justement que à distance, alors que ce soit mon voisin, que ce soit au téléphone, sans support de photos, sans support de la date de naissance, sans tout ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'esprit de la personne. Donc une fois que j'ai un contact identifié, rien que de savoir qu'il y a une personne au bout du fil, déjà je peux me connecter à cette personne en fait. Je me connecte à cette personne, je lui fais le soin, et toute cette désharmonie qui est dans son corps, instantanément se réharmonise, parce que je vais poser, moi, une intention dans l'instant et dans l'amour, et son esprit l'incarne. Et la personne peut aller vérifier par elle-même, là où elle est, la différence, parce que si elle a vu que ses jambes étaient comme ça, ses jambes vont être droites. Si elle a vu que sa tête était comme ça, sa tête va être droite. Et tout son corps, il n'y a pas un os dans le corps qui n'est pas replacé, qui soit droit. Alors, l'intérêt de ça, c'est de montrer, non pas que je puisse le faire, c'est pas ça l'intérêt, non pas que j'ai plus mal au dos parce que le mal de dos il vient de cette association de l'émotion et de la pensée, donc de l'intention qu'on met en permanence de manière absolument inconsciente, 99% de ce qu'on fait est totalement inconscient. Non, ce qui est intéressant dans ce soin, c'est de montrer une chose, c'est que si j'arrive à le faire à distance, que je ne touche pas à la personne physiquement, que je ne lui parle pas, parce que pendant le soin, je ne dis rien, en fait, ça dure 1 ou 2 minutes, je ne dis absolument rien. Donc je ne parle pas non plus à son mental, c'est-à-dire je n'utilise pas les mots, comme là, à l'instant, je n'utilise pas les émotions en chantant, en faisant un chant chamanique, ou même en valorisant son ego, donc vraiment pas le mental. Si je ne touche pas au corps et je ne touche pas au mental, ça prouve qu'il y a quelque chose en elle qui vient de réaliser quelque chose, une nouvelle incarnation, une nouvelle façon de gérer son corps. Mais c'est bien elle qui l'a réalisé, puisque je ne suis pas avec elle, voilà, tout se fait à distance. Deuxième chose, ça prouve que, en leur disant que je vais le faire, déjà c'est mon mental, c'est-à-dire c'est ma conscience, volontairement, qui a choisi ses pensées et ses émotions, qui les a incarnées dans l'instant et dans l'amour, et que c'est elle qui l'a incarné de l'autre côté, et qui l'a réalisé. Donc je prouve, que c'est un esprit incarné, ce qui est super important, c'est-à-dire qu'on est les dieux de notre réalité. On est les dieux de notre réalité. C'est ça qui est important à comprendre. C'est extrêmement important. On est les dieux de notre réalité. On crée notre réalité. On incarne notre corps et notre réalité extérieure. On est les dieux de notre réalité. Deuxième chose, on a des outils qui s'appellent la pensée et l'émotion. Et la pensée et l'émotion, en les conjuguant de manière équilibrée, pas trop où on est contraint par la pensée, le monde il est comme ci, c'est comme ça, on accepte d'écouter les choses, pas trop dans l'émotionnel, trop d'émotions, mais on essaye d'associer de manière harmonieuse la pensée et l'émotion, on crée une harmonie dans notre vie, dans le corps et dans la vie, parce que le corps et la vie sont extrêmement liés. Je vais l'expliquer après. Ce qui est important de comprendre déjà, c'est qu'on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions. On peut changer de radio. On peut mettre une autre radio. Ah oui, je fais le mouvement comme si on changeait à l'ancienne. On peut appuyer sur le bouton et changer de radio. On peut aller penser et ressentir des choses différentes et incarner une autre réalité. Parce que c'est nous. Et la preuve, c'est que si moi, je le pense pour la personne, elle incarne cette nouvelle réalité physiologiquement. Tout est changé. Deuxième chose, je prouve, donc on est un esprit incarné, que on n'est pas nos pensées, pas nos émotions, ce sont des outils. Et la troisième chose, c'est que le temps et l'espace est une illusion, ça n'existe pas. Alors tout simplement pourquoi ? C'est très simple, c'est que la personne, je ne sais pas où elle est, je l'ai au téléphone, c'est tout. Je ne sais pas où elle habite, je ne sais pas quelle maison, je ne la géocalise pas, je n'ai pas besoin de savoir dans quelle pièce elle est, etc. Pour pouvoir me connecter à elle, c'est instantané. En plus, la transformation, quand je me connecte à la personne, ça prend 5 secondes à transformer le corps. C'est instantané, quoi. La personne ne ressent absolument rien. D'ailleurs, elle n'a pas conscience, quand elle se lève pour aller vérifier qu'elle est droite, elle n'a aucune conscience de ça. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas pensé, c'est moi qui l'ai pensé pour elle. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que la transformation se fait dans l'instant. Il n'y a pas de transformation. C'est comme un chien ou un chat,
Quand on pense chien, on voit le chien. Quand on pense chat, on voit le chat. Mais le chien, il ne se transforme pas, il n'y a pas des poils qui poussent, et puis d'un coup, il devient chat, dans notre pensée. Et bien, le corps, c'est la même chose. Si on sait que l'instant est le seul moment et que le temps n'existe pas, et bien, le corps est tordu, et le corps est tordu de manière instantanée. Donc, si on comprend bien qu'on est un esprit qui incarne, qu'on a des outils qu'on appelle les émotions et les pensées, qu'on peut les choisir. Souvent, les gens qui méditent, ils disent je vois les pensées et les esprits comme des nuages et je regarde celui qui m'intéresse. C'est ça l'idée, c'est d'aller choisir ce dont on a besoin pour créer notre réalité. Alors, la plupart des gens ne comprennent pas quand je dis créer sa réalité parce qu'ils pensent qu'il y a une réalité extérieure. Alors, je vais essayer de faire comprendre à travers 2-3 exemples que la réalité n'est pas extérieure, elle est intérieure. La seule réalité que l'on voit à l'extérieur, c'est celle qu'on voit à l'intérieur, en fait. Et pour ça, c'est très simple. Le corps, donc le corps est notre spiritualité, il faut bien le comprendre. Le corps, tel qu'il est le moyen de se connecter à ce que nous, on appelle l'extérieur. Donc notre esprit incarne notre corps, et notre corps, à travers ses sens, voit l'extérieur. C'est la façon dont nous, on le conceptualise. Mais il suffit de savoir comment les sens marchent pour essayer de comprendre déjà comment on fait nous. C'est-à-dire que si on coupe tous les sens, de toute façon, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de sensations, il n'y a plus rien. Donc les sens sont très importants dans notre perception de notre environnement. On va prendre la vue. Alors ce qui est marrant dans la vue, c'est que en fait, ce qu'on voit, c'est que de la lumière. À aucun moment, on voit des choses. C'est de la lumière qui vient dans notre œil. Il y a des capteurs. Ces capteurs, ils transforment ça en électricité. L'électricité, il passe dans le nerf optique. Au niveau du nerf optique, ça arrive dans le cerveau. Et dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Bloum! On crée l'image. Mais l'image, elle n'est pas là, elle n'est pas en face, elle est là, on vient de la créer. Et l'image, elle existe parce qu'on la pense. Donc elle dépend de la manière dont on pense et elle dépend de nos émotions. À aucun moment, l'image est extérieure, c'est nous qui la créons, à partir des éléments de lumière qu'on reçoit. Donc ce qui est important de bien comprendre, c'est que ce qu'on voit, c'est ce qu'on pense. Alors, ou ce qu'on ressent, c'est toujours les deux. Alors, ce qui est surprenant, c'est quand je fais les gens à distance, souvent, parfois, ça m'arrive de passer une demi-heure à montrer que le corps est tendu. Parce que les gens, ils ne le voient pas. Et il y a à certains moments où, je dis, si tu le vois pas, je comprends, j'arrive à le concevoir, mais prends-toi en photo, vas-y, mets-toi en face du miroir, prends-toi en photo et regarde la photo. Et là, les gens, mais je suis complètement tordu. Et ils se regardent, et ils ne voient pas du tout la torsion. Ils regardent la photo, mais je suis complètement tordu. Ils sont incapables de se voir tordus dans leur propre image, parce que leur vision, leur façon de le penser n'existe pas, la torsion n'existe pas. Et ça prend énormément de temps avec ces personnes, souvent, voilà. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qu'on voit, la vision qu'on a du monde. Il n'y a pas de réalité qu'on ne pense pas et qu'on ne ressent pas. Voilà. Alors, c'est très simple, un exemple qui est typique, qui est assez marquant, c'est qu'un Inuit, lui, il voit 12 neiges et 7 glaces. Enfin, son monde est fait de neige et de glace. Toi, quand tu vas sur la banquise, tu vois de la neige et de la glace, c'est froid, tu vois rien. Voilà. Alors que lui, c'est sa campagne. Mais quand il voit 12 neiges et 7 glaces, des cailloux, l'herbe, etc., tu vois tout ça, lui, il voit la même chose sur sa banquise. Il voit un univers sur sa banquise, une campagne que nous, on est incapable. Pourquoi ? Parce qu'il la pense de génération en génération, ils ont pensé ça. Et ce que tu vois, toi, à l'extérieur, c'est la pensée des générations précédentes que tu incarnes. Parce que tu t'es connecté à ces pensées, etc., et que tu les as fait tiennes. Comme tu vois les couleurs, comme tu vois les choses, la couleur, quand tu es né, tu vois en noir et blanc. On t'apprend à voir en couleur. C'est pas une réalité, la couleur, c'est une façon de voir, c'est tout. Une autre chose qui est assez marquante dans les sens, on peut prendre, j'en sais rien, par exemple, on va prendre le goût. Alors le goût, moi j'ai eu la chance quand j'étais petit, à 13 ans, d'aller en Turquie, sur des visites accompagnées, etc. On allait voir les têtes de fées. Et j'ai mon guide, un moment, qui mangeait des espèces de petits trucs verts, là, et il en bouffait pas mal. Et je dis, ça a l'air d'être bon, il buvait son thé, etc. Est-ce que je peux goûter? Donc il prend un couteau, il m'en donne un, donc je le mets sur ma langue. Le moment où je mets sur la langue, j'ai l'impression qu'on m'a mis je sais pas comment on appelle ça, un allume-cigare. Je me suis brûlé le bout de la langue, mais c'est vraiment, je l'ai craché, c'était horrible, il fallait du pain, boire du thé, le thé il était chaud, horrible. Et j'ai vraiment l'impression qu'il m'a brûlé la langue. Alors je lui dis, mais c'était fou, etc. Puis tout d'un coup j'ai réalisé, mais pour lui, en fait, lui il mange normalement. Moi j'ai perdu pendant 7 jours les papilles, ça m'a tellement brûlé la langue que physiologiquement j'ai eu la sensation de brûlure, et en plus j'ai perdu mes papilles pendant 7 jours. Alors c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et ça m'a fait réaliser que
C'est pas le piment le problème, c'est la manière dont je le vis. Mais je le vis pas en plus de manière consciente, je savais même pas ce que c'était. C'est de manière inconsciente, je crée des systèmes de pensée qui me font réagir comme ça. C'est mon inconscient qui gère ça à la place de mon conscient. Alors typiquement, lui, il n'en fait pas mesure, il mange facilement, il trouve ça même agréable, et moi, je m'en brûle la bouche. C'est pas le problème du piment, c'est la manière dont je le vis. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas le problème de savoir si c'est chaud, si c'est froid, si c'est doux, si c'est bon, si c'est mauvais, si c'est mal, si c'est... Tout ça, c'est que des concepts, c'est la manière dont on le vit, en fait. Alors, sous hypnose, on peut faire... vous avez peut-être déjà vu ça, sous hypnose. On peut faire manger un oignon à quelqu'un en lui disant que c'est une pomme bien sucrée, brun fraîche, et il va la manger avec envie, on dit « elle est bonne, elle est bien sucrée, ah oui !» Et puis il finit la pomme, il n'y a aucun problème. Parce que, dans sa tête, dans son goût, c'est une pomme. Et donc il va la manger comme une pomme. Et sa réalité, elle n'est pas plus vraie que fausse en soi, elle est juste c'est l'expérience qu'il en fait. Et l'expérience qu'il en fait, c'est l'expérience de la pomme. Voilà. Donc je vous ai expliqué tout ça, pourquoi ? En soi, j'essaye pas de vous convaincre, j'essaye pas d'avoir raison, d'avoir tort, et d'ailleurs, le mieux c'est que vous continuez à construire votre monde et continuez à être le Dieu de votre réalité. Par contre, le but de cette façon de voir, c'est de vous redonner le pouvoir à vous. Parce que vous êtes le Dieu de votre réalité. Ce qui est à l'extérieur n'est pas tangible. Ce qui est à l'extérieur n'existe pas, sauf si vous le pensez. Ce qui est à l'extérieur, vous ne le subissez pas, sauf si vous voulez le subir. C'est une façon de voir. Si vous reprenez en main que vous êtes un esprit incarné et que vous incarnez votre réalité, et que les pensées, les émotions, ce sont des choses avec lesquelles vous pouvez jouer et créer votre réalité, vous êtes le Dieu de votre réalité. Et de manière profonde et de manière puissante, vous réalisez vos envies, vos profondes envies. Et non pas d'essayer de lutter, ou non pas d'essayer d'aller contre, et non pas d'essayer de savoir si c'est bien ou c'est mal, non pas d'essayer de trouver un Dieu extérieur qui va vous sauver de cette situation. Non, puisque vous êtes le Dieu de votre réalité. L'effet de ce soin, qui est instantané en soi, le soin est très rapide, en général, je passe 1 minute ou 2 parce que non seulement je fais le soin, mais en plus, j'informe une bouteille d'eau où j'informe l'eau à travers ce soin. C'est-à-dire, j'informe l'esprit de la personne qui permet d'incarner sa nouvelle réalité, et c'est l'esprit de la personne qui incarne cette nouvelle réalité. Mais en plus, j'informe aussi une bouteille d'eau. C'est pour ça que je demande aux personnes de prendre une bouteille d'eau, de telle manière à ce qu'elles, avec cette bouteille d'eau, puissent revivre ce soin, en fait, tout simplement. En buvant l'eau, ils revivent le soin. L'intérêt de ce soin en soi, c'est pas d'avoir informé l'eau, c'est pas d'avoir moins mal, c'est pas tout ça. L'intérêt de ce soin en soi, c'est de comprendre que, en posant bien ses intentions, dans l'instant et dans l'amour, on incarne une nouvelle réalité de manière instantanée. Et qu'en plus, non seulement cette réalité, on l'incarne de manière instantanée, mais elle a des effets instantanés. Déjà, physiquement, on se sent différent. À l'intérieur, au niveau mental, on se sent tellement plus apaisé. Il y a un lâcher-prise qui se fait. Au niveau physique, il y a une structure qui réagit totalement différemment, entre autres le plexus qui se remet à fonctionner, on sent l'énergie qui circule à nouveau dans le corps, parce que en fait on a un corps qui fait ça en permanence, ou qui fait ça en permanence, et puis d'un coup on se retrouve à l'équilibre, et ça circule partout, voilà, il n'y a plus de contraction, il n'y a plus de congestion, que ce soit pour le sang, l'énergie, peu importe comment on la formule, mais on sent cette vitalité qui nous habite. Et puis surtout, pour certaines personnes, ce qui est bien, c'est qu'ils se reconnectent vraiment à leur esprit. Et ils incarnent ce qu'on appelle un éveil spirituel. Alors, ils l'incarnent physiquement parce qu'ils sentent les vibrations, ils sentent un peu ce que j'ai ressenti quand je vous ai parlé du plexus, l'ouverture qui s'est faite. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils sentent vraiment le côté pétillement dans le corps, l'énergie qui circule, l'ouverture du crâne qui s'ouvre comme une descente de lumière qui les traverse, la terre qui remonte en eux, l'expansion de la conscience. On sent que il y a plein d'expériences différentes, les gens le vivent à leur façon, mais souvent il y a vraiment des constantes, entre autres la capacité à voir par exemple à 360 degrés, de penser à un endroit et d'y être, que l'expansion de conscience soit tellement grande qu'on se sente l'univers, qu'on est un en fait. On voit aussi souvent des pluies d'étoiles, on a la banane, on sourit bêtement. Souvent on appelle ça le sourire niais, le sourire ébahi, le sourire avec ça, on sourit en permanence. Voilà, on a vraiment
comme un corps qui, dans chaque cellule, respirait le bonheur et respirait l'univers, quoi. C'est incroyable, ça fait une expansion c'est comme si on a la conscience d'être esprit, de le vivre, et on vit l'esprit. Alors, c'est marrant parce que ça se rapproche un peu de ce qu'on appelle la Kundalini, ça se rapproche un peu de ce qu'on appelle un éveil spirituel, ça se rapproche de pas mal de différentes choses. Moi, ce que j'aime bien... Alors, ça n'existe pas, c'est pas quelque chose qu'on crée, c'est pas quelque chose qu'on demande, ça va arriver maintenant, c'est quelque chose qui arrive. Voilà. Il ne faut pas dire « Ah, Laurent, appelle-moi, fais-moi un éveil de conscience » parce que j'en sais rien si ça va arriver ou pas. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça arrive parfois et vraiment, c'est des choses absolument magnifiques. Ta tête, c'est un capteur d'idées, ton ventre, c'est un capteur d'émotions, ton cœur, c'est l'instrument de l'instant. Le cœur, c'est magnifique, le cœur, c'est 5000 fois plus puissant que le cerveau. D'ailleurs, magnétiquement, je crois que c'est 5000 fois plus puissant que le cerveau. Enfin, c'est absolument fantastique, le cœur. Et le cœur, c'est l'élément de l'instant. C'est prouvé scientifiquement. On sait que, au niveau du cœur, tu vois les choses avant que tu les vois avec tes yeux. Avant que l'information arrive dans le cerveau et que tu crées, eh ben, le cœur a déjà remonté l'information. Donc le cœur voit l'instant. Le cœur, c'est l'élément de l'instant. Et si tu fais descendre ta pensée et tes émotions et que tu vis ton instant dans la pensée et l'émotion, eh ben, tu rayonnes. C'est ça le soleil, c'est ça le plexus solaire. Tu rayonnes ta vie. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu bloques dans ta pensée, si tu bloques dans tes émotions, eh ben, tu n'arrives pas à vivre ton instant dans le cœur. C'est ça, vivre dans l'instant, c'est de se remettre dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on dit être dans le cœur, vivre dans le cœur, etc. Parce que c'est ça, on est là. Et alors, ce qui est génial, si on sait qu'on est esprit, eh bien, l'esprit, c'est quoi ? C'est qu'on est un élément de l'amour. On est cet élément de l'amour. Et de l'incarner dans le cœur, eh bien, c'est ça, c'est être dans l'amour. C'est vraiment tout simple. C'est bête, mais c'est tout ça. Et du coup, si tu comprends que tu n'es pas tes émotions, tu les captes. Enfin, tu n'es pas tes émotions, tu les captes. Tu n'es pas tes pensées, tu les captes. Eh bien, si tu remets ça dans l'instant, dans ton cœur, eh bien, tu le vis. Voilà. Tu le vis ton instant. Passionnel, dans la pensée, dans la passion, dans tout ce que tu vis. Et tu le vis surtout sans devoir le juger, sans devoir dire ça c'est bien, ça c'est mal. Tu le vis sans devoir... L'événement que tu vis dans ta vie, en soi, est neutre. C'est ce que tu vas mettre dans cet événement qui le rend pas neutre. C'est le jugement que tu vas porter. Tu te tords la cheville, tu vas dire « Ah, je me suis tordu, c'est horrible et tout », et puis derrière, tu as un camion qui passe, tu te serais fait écraser. Si tu vois pas le camion qui passe, tu comprends pas pourquoi tu t'es tordu la cheville. Mais c'est ta façon de le voir. Donc tu vas dire « C'est horrible, je me suis tordu la cheville, c'est affreux ». Mais en soi, ça t'a sauvé la vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pas « Ah, je me suis tordu la cheville, c'est affreux, encore cette cheville et tout ». C'est comment tu vis les choses. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu es heureux, c'est pas parce que tu as une femme qui fait bien les choses que tu es heureux, c'est pas parce que tu as des enfants parfaits que tu es heureux, c'est pas parce que c'est pas vrai, c'est comment tu les vis. En soi, ce qui est important, c'est pas le chemin où tu vas aller, c'est le chemin lui-même qui est important. C'est ce que tu vis là, dans l'instant, et comment tu le vis. C'est pas où tu vas aller, parce qu'une fois que tu y es, qu'est-ce que tu fais ? Tu continues. Donc, comment tu arpentes le chemin ? Comment tu profites de ce chemin ? Comment tu profites chaque instant pour aller là où tu veux aller ? Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça notre humanité. C'est d'incarner, de rendre réel notre esprit à notre façon, et chacun à sa façon, et tant mieux, mais de l'incarner, et de le rendre réel. Et de comprendre qu'on a deux superbes outils qui sont la pensée et l'émotion. Vraiment, voilà, c'est ça.